Donc bonjour à tous, je suis Elisabeth Laville, fondatrice d'Utopie. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour ce webinaire spécial sur la COP30. Ce matin, nous n'allons pas vraiment parler de négociations internationales, un tout petit peu, mais plutôt vous partager notre conviction que cette COP est une occasion unique pour les entreprises de faire entendre leur voix sur le climat, en interne et en externe, de mettre en récit pour accélérer leur engagement et donc de remobiliser leurs équipes sur leur feuille de route climatique. Car bien évidemment, vous le savez, une stratégie climat, une feuille de route ambitieuse, alignée sur la science, ne peut pas réussir sans la mobilisation active de ceux qui font l'entreprise au quotidien. Et pourtant, malgré une sorte de consensus quand même sur l'urgence d'agir, seuls 17% des entreprises considèrent dans le baromètre RSE 2024 que leurs équipes sont réellement motrices, je cite. Et dans un contexte où la transition repose sur des changements culturels assez profonds, des changements de pratiques profonds, des changements de métier, on va y revenir, une approche purement top-down du type animation par le responsable RSE de réseau d'ambassadeurs internes montre vite ses limites. Et 10 ans après l'accord de Paris, cette COP30 qui a lieu en Amazonie, au Brésil, à Belém, n'est pas une COP de plus, voilà, c'est une COP de plus, mais c'est aussi un moment de bilan et on espère de sursaut pour remobiliser les équipes. Mais on le verra tout à l'heure peut-être avec François, les États seuls n'y arriveront pas. Il faut élargir la coalition à toutes les personnes de bonne volonté, j'oserais dire, les entreprises, les ONG, les territoires, les citoyens, bref, tous ceux qui portent concrètement les transformations sur les territoires aussi. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Comment est-ce qu'on peut profiter de cette dynamique COP30 pour réactiver les énergies internes dans les entreprises? Comment embarquer vos équipes dans une nouvelle étape de la transition? Comment transformer cette échéance internationale lointaine en moteur d'engagement local? On a la chance ce matin d'avoir avec nous 3 experts que je remercie de leur disponibilité, de leur enthousiasme sur cette session. Je les présente rapidement. François Gemène, à qui je vais donner la parole tout de suite. Tu es politologue, professeur à HEC, membre du GIEC. Erwan Lecoeur, tu es sociologue, expert notamment des questions d'écologie et aussi de l'extrême droite. Ceci n'est pas forcément lié, mais voilà. Et Frédéric Lelouch, tu es directrice du Comité 21, ancienne secrétaire confédérale de la CFDT en charge de la RSE et de la gouvernance. Voilà. Et nous avons aussi 2 experts d'Utopie pour vous présenter les offres que nous avons imaginées autour de cette COP30 pour répondre aux objectifs que je viens de vous exposer. Ces offres viennent en plus de celles qu'on déploie déjà depuis des années, hein, ou plusieurs mois, enfin quelques années ou quelques mois chez Utopie. Je pense notamment à ce qu'on fait sur Acte Pas à Pas avec les équipes de l'ADEME notamment, et aussi à la formation sur l'engagement climatique des marques qu'on a lancée il y a un peu plus d'1 an. Donc on a avec nous Sophie Labbé, qui est directrice associée chez Utopie, et Cyril Bélier, qui est le directeur d'Utopie Brésil, qui en réalité a un problème de réseau. Donc on avait prévu et on a une petite vidéo de ce qu'il nous aurait dit en live. Vous verrez, on s'y croirait quasiment. Si la vidéo marche, c'est toujours le sujet des vidéos. Alors, pourquoi est-ce que cette COP30 est un point de bascule pour les entreprises? Est-ce que les entreprises doivent s'impliquer là-dessus? C'est les questions qu'on va aborder avec toi. Tout d'abord, François, si tu veux bien, puisque l'expert des Bien sûr. COP ici, c'est toi. Pourquoi est-ce que cette COP30, ou est-ce qu'elle est un moment clé dans la trajectoire qui a été lancée à Paris il y a 10 ans, dans le contexte qu'on sait actuellement? Oui, bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, et effectivement, cette COP30 est considérée, vous le savez, c'est considéré comme une COP particulièrement importante pour plusieurs raisons. Il y a une première raison qui est une raison formelle, c'est que l'accord de Paris, vous le savez, n'est pas un accord contraignant, mais il y en a une petite contrainte dans cet accord pour s'assurer qu'on progresse toujours vers des engagements plus ambitieux, c'est que tous les 5 ans, les différents gouvernements doivent présenter une feuille de route avec des ambitions rehaussées dans la perspective de leurs engagements. En d'autres termes, l'idée, c'est que dans l'accord de Paris, il ne soit pas possible de revenir en arrière, sauf à se désengager complètement de l'accord. Il y a eu une première fois une sorte de remise à niveau lors de la COP 26, qui a eu lieu non pas en 2020, Covid oblige, mais en 2021, où effectivement les États avaient revu à la hausse leurs ambitions
Et c'est ça vraiment qui permet d'infléchir la trajectoire de réchauffement. On sera donc, lors de cette COP30, au deuxième moment où les États doivent à nouveau infléchir la trajectoire. Et le problème, c'est que le contexte a complètement changé par rapport à la COP26. Par rapport à la COP26, c'est une COP où tous les astres semblaient un peu alignés. Les États-Unis revenaient dans l'accord de Paris. On se plaisait à rêver d'un monde d'avant. Très clairement, le contexte a complètement changé ici à COP30, au point que fin février, qui était la deadline officielle pour la remise de ces nouveaux engagements nationaux, eh bien, seuls 7 pays avaient rendu leur devoir, et pas un seul pays européen notamment. Et donc, il était décidé de prolonger la deadline jusqu'à la fin du mois de septembre. On verra ce qu'il en sera, mais très clairement, on arrive à un moment où on se rend compte que les engagements des gouvernements ne suffisent pas. On se rend compte qu'on est à un moment où les engagements des États ne sont pas tenus et où on a peut-être trop attendu de l'État des gouvernements pour, je dirais, enclencher la transition. Et donc, la particularité de ce moment, c'est que on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir compter sur les gouvernements. Et que non seulement ils ne sont pas du tout dans une dynamique de revoir à la hausse leurs ambitions, ils sont plutôt dans une dynamique un peu partout dans le monde de rétro-pédalage et de retour en arrière. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. On ne va pas revenir là-dessus lors de ce webinaire. Il y a évidemment le désengagement des États-Unis. Il y a aussi les craintes que l'engagement pour le climat nuise à la compétitivité de leurs entreprises. Il y a aussi le fait que la transition climatique parfois est apparue comme une sorte de totem idéologique pour certains. Tout ça provoque une hausse du déni climatique. La droite conservatrice et les forces actionnaires en ont fait un peu une sorte de totem à abattre. Le résultat, c'est qu'à l'évidence, on ne va pas pouvoir compter sur les États et sur les gouvernements. Au point que dans la négociation, il y a de plus en plus de voix qui disent qu'au fond, on consacre peut-être trop d'attention et trop d'énergie à la déclaration finale de la conférence. La déclaration finale, c'est ce moment où effectivement il faut mettre l'ensemble des quelques 200 gouvernements d'accord sur un texte. Et comme cette déclaration finale n'est adoptée qu'au consensus, ça veut dire qu'on progresse très, très, très lentement, voire même qu'on risque de reculer cette année de la même manière qu'on avait reculé l'an dernier à Bakou. Et donc, de plus en plus de voix, dont je fais partie, plaident pour qu'on abandonne cette idée de déclaration finale, pour qu'on abandonne l'idée de tout avancer par consensus et donc par unanimité entre gouvernements, et qu'on aille plutôt vers des plus petites coalitions, plus ambitieuses, qui portent des sujets, qui s'engagent sur des sujets, et des coalitions qui potentiellement s'ouvrent au-delà des gouvernements, s'ouvrent à des collectivités locales, s'ouvrent à des organisations de la société civile, et s'ouvre aussi à des entreprises qui puissent porter ça avec eux. Et ça me paraît très important parce qu'effectivement, quand je regarde aujourd'hui un peu l'état de la transition en France et en Europe, force est de constater que la transition, désormais, elle n'est plus du tout portée par les gouvernements, encore moins par les parlements, elle est portée essentiellement par les entreprises et par les collectivités. Alors, par toutes, soyons pas naïfs là-dessus, il y a encore des collectivités et encore des entreprises qui rament à contre-courant, mais il y a toute une série de choses qui se font. Il me paraît très, très important de les rendre visibles et de leur donner une vraie place dans la négociation, à la fois de les rendre visibles parce que c'est ça qui va aussi engager d'autres à agir, c'est ça qui va permettre de créer un effet d'entraînement, et n'oublions jamais que la transition, c'est aussi une affaire de dynamique collective, et que si les gens et ces autres entreprises ont l'impression que les entreprises ne s'engagent pas, ben forcément les gens ne vont pas s'engager. De la même manière que les COP sont au fond une sorte de chambre d'écho de ce qui se passe à l'intérieur de la société. Et donc, plus on va donner à voir la transition en action au cœur de la société, plus ça pourra se refléter dans les COP. Souvent, on imagine que les COP ont un effet un peu performatif, que la COP va décider un truc et puis que ça va s'appliquer au gouvernement, aux entreprises, aux collectivités. C'est l'inverse. C'est ce qui va se passer à l'intérieur des différents pays sur un mode bottom-up qui va en réalité nourrir la COP, et l'état des débats à la COP va refléter ce qui se passe à l'intérieur des différents pays. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de valoriser et de visibiliser l'engagement des entreprises, et puis, comme je le dis, de les faire davantage participer
à la COP. Elles sont toujours un peu sur ce mode un peu ambigu, où elles sont dans l'espace de la société civile, à côté des négociations, où certains craignent que les lobbies de certaines entreprises ne viennent influencer les négociations, et cette crainte est justifiée à certains endroits. Je pense qu'il faut en fait ouvrir le processus, permettre à d'autres acteurs de porter ce processus. Nous n'avons plus le temps aujourd'hui d'attendre l'unanimité des gouvernements. Et comme je le disais, si on n'avait pas autorisé dans d'autres négociations de pouvoir s'affranchir de la règle du consensus, notamment pour la création de la monnaie unique européenne, si on avait dû attendre que tous les États européens fassent l'euro, on paierait encore aujourd'hui en francs français. Aujourd'hui, pour le climat, on n'a pas le loisir, malheureusement, de cette attente. Voilà pourquoi je crois que l'engagement des entreprises est tout à fait clé et que la COP30 est un moment un peu charnière pour cela. Pour le rendre visible aussi, ouais. En tant que membre du GIEC, tu es assez transparent aussi sur l'autocritique que tu fais de la communauté scientifique, de sa capacité, une fois que maintenant la phase de sensibilisation est passée, on pourrait dire, sur le climat, de sa capacité à mobiliser, à faire changer les pratiques, parce qu'on a beaucoup, depuis 30 ans, essayé de convaincre par la science, de prouver avec des chiffres que l'urgence climatique était réelle. Maintenant, on le prouve, malgré nous, j'ai envie de dire, avec des événements climatiques aussi. Et pourtant, malgré les rapports du GIEC, malgré les COP, malgré les preuves, rien ne bouge, en tout cas, ou pas à la hauteur des défis. Je regardais hier plusieurs rapports qui viennent de sortir. Le rapport du GIECO, qui n'a rien à voir avec le GIEC, mais qui s'en inspire pour travailler sur les changements de comportement, Oui. ou la note que vient de sortir Parlons Climat sur le facteur humain, et cette idée que le facteur humain reste dans l'angle mort un peu des politiques climatiques et peut-être des stratégies aussi en interne. Je donnais le chiffre tout à l'heure, 17% des entreprises pensent que leurs équipes sont motrices sur ces sujets. Ça me rappelait l'approche systémique des psychologues, des chercheurs de l'école de Palo Alto dans les années 50, qui a beaucoup inspiré Steve Jobs pour Apple d'ailleurs, pour Think Different. Euh, c'est souvent pas le problème au bout d'un moment qui est le problème, mais la solution qu'on s'entête à déployer. Est-ce que tu crois qu'il faut déployer, tu as inventé notamment le format des débats climat dont on parlera tout à l'heure, est-ce que tu crois qu'il faut déployer d'autres formats pour mobiliser maintenant les gens, y compris dans les entreprises d'ailleurs, et peut-être en dehors, les citoyens? Oui, alors, je n'ai pas la prétention d'être un grand communicant, mais c'est vrai que je crois que de la part des scientifiques, il y a deux erreurs de naïveté. La première, c'est d'imaginer que parce que l'on sait, on va agir. Que la connaissance, que l'information, que la sensibilisation suffit à déclencher l'action. Et donc, j'ai encore beaucoup de collègues qui pensent sincèrement qu'il va y avoir une sorte de grande action mondiale pour le climat une fois que tout le monde aurait lu les rapports du GIEC, par exemple, ou qui pensent qu'il suffit de mettre les gens face aux graphes, aux données, aux courbes, pour déclencher automatiquement l'action. Et c'est encore, je crois, un biais qui est partagé par énormément de militants qui considèrent qu'aujourd'hui, il faut parler davantage de climat, qu'il faut en parler plus, que c'est une question de sensibilisation, etc. Et je crains hélas que, d'une part, ce n'est pas la connaissance en elle-même qui déclenche l'action, c'est sûrement un socle nécessaire pour déclencher l'action, mais que ce n'est pas le seul fait de savoir qui va vous faire agir. Nous connaissons tous des fumeurs qui fument énormément, ils sont pourtant parfaitement conscients des risques qui sont associés au tabagisme, et ce n'est pas la conscience de ces risques qui va les convaincre nécessairement d'arrêter pour plein de raisons, parce qu'il y a des phénomènes de dépendance, comme nous avons une dépendance aux énergies fossiles, parce qu'ils considèrent que la balance bénéfice-risque marche pas nécessairement du côté des risques. Il y a plein de raisons. Et puis aussi parce que, en termes d'alerte, j'ai envie de dire que le changement climatique lui-même, désormais, se charge de nous rappeler son existence, son importance et sa gravité. Toutes les régions du monde sont régulièrement touchées par des phénomènes extrêmes. Au Texas, vous avez encore plus de 250 morts, dont malheureusement énormément d'enfants et de jeunes filles à la suite d'inondations éclairs. Et ce n'est pas ça qui va infléchir la politique de Donald Trump sur le changement climatique. Et donc le fait, non seulement de savoir, mais même de faire l'expérience directe de ces phénomènes, n'est pas quelque chose qui est suffisant que pour déclencher l'action. Or, les scientifiques ont eu, je pense, cette naïveté de considérer que le fait de savoir allait être suffisant pour déclencher l'action, ou alors cette naïveté de penser que leur rôle dans l'opinion, c'est de sonner l'alerte. Or, je crois qu'on est passé, et c'est ce que dit notamment la note de Parlons Climat, qu'on est passé à un autre stade aujourd'hui dans la mobilisation de l'opinion, et qu'on a dépassé ce stade de l'alerte, et que plus on va en quelque sorte sonner l'alerte,
plus ça va d'une certaine manière retarder l'action. C'est comme si vous voulez, c'est comme si on avait une maison en feu et qu'on passait son temps à tourner en rond autour de la maison en criant au feu, au feu, au feu, mais que personne ne cherchait jamais la lance à incendie ou le numéro des pompiers. Et donc, là-dessus, je pense qu'il faut absolument transformer un peu nos stratégies de communication. Et je pense qu'un élément clé, c'est de montrer comment il est possible d'éteindre l'incendie. Comment Ouais. agir concrètement. Et donc, de mettre en avant les solutions concrètes qui vont être déployées, notamment dans les collectivités ou dans les entreprises. Et que ce qui va vraiment transformer les comportements au fond, c'est aussi l'intérêt qu'on va avoir à changer de comportement de consommation, pour les entreprises, l'intérêt qu'elles vont trouver à pouvoir changer de modèle d'affaires, etc. Et ça me paraît être un élément très, très important. Il faut aujourd'hui qu'on dépasse ce stade d'alerte qui devient à la longue, à mon avis, contre-productif. Oui, c'est vraiment tout le truc de l'approche de Palo Alto. Si tu insistes avec une solution qui ne marche pas, ben, en fait, c'est la solution qui devient problème. Alors, Erwan, c'est une introduction parfaite pour ton propos. Je pense que toi, tu expliques souvent que le changement de comportement, c'est pas juste une affaire effectivement de sensibilisation, d'information ou de trajectoire technique, mais avant tout une transformation sociale et culturelle, notamment sur la transition écologique. Pourquoi est-ce si important aujourd'hui de se dire, dans la phase où on est, où effectivement la sensibilisation est passée et où on est à l'heure de la mise en œuvre, pourquoi est-ce que c'est si important de voir la transition écologique et climatique comme d'abord comme un changement des représentations et des comportements collectifs? Pourquoi est-ce que c'est si important finalement de changer notre façon de vouloir changer les choses? Bonjour à toutes et tous. François Gémen l'a très bien introduit et je reprendrai en partie ses propos pour les compléter dans la question que tu viens de poser, Elisabeth. En effet, l'opinion ne guide pas l'action. On l'avait oublié, mais c'est vrai qu'en psychologie sociale, en sociologie, on sait que les changements sociétaux ne passent pas par les individus seuls. Un individu ne change pas le monde. La société ne change pas elle toute seule. Ce qui permet de changer, faire évoluer les sociétés, l'influence sociale qui fonctionne, c'est celle de groupes. C'est des groupes qui sont coalisés et qui, à certains moments de l'histoire, dans une société, vont être innovants et vont entraîner un changement, non pas seulement d'opinion, mais de comportement, voire d'attitude. Une attitude, c'est quelque chose qui reste à long terme, c'est le fait d'être, François l'a évoqué, fumeur ou pas fumeur, d'être autosoliste ou pas, d'être sportif ou moins, de manger bio uniquement ou de manger pas ou plus ou moins de viande. Tout ça, ce sont des attitudes à plus long terme. Donc ça, c'est le premier point. C'est ce que moi j'appelle régulièrement la dissonance cognitive. Nous sommes à l'égard de ces sujets de changement climatique et de crise écologique au niveau global dans une forme de dissonance cognitive. 80% des gens disent c'est très important, il faut vraiment changer nos comportements et 15% environ le font réellement. Ça ressemble aux statistiques évoquées tout à l'heure sur les 17% d'entreprises qui disent en fait, j'ai à peu près 17%. On est 17% à avoir vraiment nos équipes qui bougent. Voilà. L'opinion ne guide pas forcément l'action, sinon il y aurait beaucoup moins de fumeurs, il y aurait moins de gens qui achèteraient des SUV, etc., etc., etc. Et donc la question, si on revient au modèle transthéorique du changement, je ne vais pas vous embêter avec beaucoup de théories, mais rapidement, on sait que le changement se fait, par étapes, et deux, il passe d'abord par le comportement. Si je devais résumer, je dirais, si vous voulez arrêter de fumer, vous savez, à un moment donné, il faut arrêter de fumer. Point. Et ensuite, la phrase du philosophe Alain, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Le secret du changement, c'est de changer. C'est ça. Voilà, quelque part, c'est arrêter d'en parler ou en tout cas de se convaincre soi-même, etc. Même si c'est important, et vous l'avez évoqué tous les deux, il y a eu une évolution. Il y a bien sûr, depuis une quarantaine d'années, beaucoup plus de gens aujourd'hui qui sont convaincus qu'il y a un problème et qu'il faut agir qu'il n'y en avait il y a 40 ans. Donc ça, on a passé une étape, François l'a bien rappelé, nous ne sommes plus dans l'étape où seule une minorité active dans la société dit il y a un problème, il faut changer. Non, désormais, il s'agit bien d'un mouvement social. Néanmoins, ça ne pousse pas forcément la société à changer radicalement. Et pour cela, il va falloir repasser par la question je dirais, de l'engagement, c'est-à-dire le comportement. Si vous voulez commencer à faire du vélo, vous savez quoi? Montez sur un vélo, faites une école du vélo, réapprenez à faire du vélo et achetez-vous un vélo. Arrêtez de vous dire ce serait quoi le bon vélo, etc. Ça, c'est le premier point. L'engagement, c'est un comportement qui est ensuite, et ça, c'est la sociologie qui nous l'apprend, la psychologie sociale, ce comportement doit être socialisé, c'est-à-dire vous devez dire urbi et orbi à tous vos amis, ça y est, j'ai arrêté de fumer. Et c'est la réaction des gens qui vont vous dire
ah bah il n'est pas trop tôt, tu vas arrêter de sentir le tabac, c'est pas plus mal. Et c'est cette réaction, parce que nous sommes des animaux sociaux, nous sommes très 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 sensibles au fait que les gens valident notre comportement, notre action. Et c'est ça qui va nous pousser, parce que estime de soi et reconnaissance sociale sont les moteurs de l'action pour les humains. Alors nous allons, je dirais, continuer à changer et donc faire de ce premier comportement, ce premier changement, une attitude à plus long terme. C'est comme ça, en réalité, que ça fonctionne. Et donc, le GIECO le dit, même si il me semble qu'ils font encore beaucoup trop de psychologie individuelle et pas assez de psychologie sociale, c'est-à-dire la psychologie sociale, c'est l'étude des comportements en groupe. Et donc, là-dessus, la psychologie sociale, je le disais tout à l'heure, c'est elle qui notamment nous dit l'influence sociale, elle fonctionne soit par l'autorité, soit par le conformisme, soit, si vous voulez changer les choses, eh bien, il n'y a que les minorités actives et la psychologie des minorités actives qui permet de changer les choses. Et c'est ce processus-là que je pense François a évoqué, qu'on sait que ça existe, mais on a du mal à mettre en œuvre parce que les minorités actives, c'est toujours un peu gênant. C'est une forme de conflit qui est installé dans un endroit pour pouvoir changer les choses, c'est-à-dire innover finalement. Et qu'on peut aussi activer dans les entreprises, on verra tout à l'heure. Frédéric, toi, tu as travaillé et tu travailles encore au comité 21 avec les représentants des salariés. Comment tu vois ça du point de vue de l'interne, cette dimension humaine, culturelle, collective, des questions climatiques et des questions de changement de pratique dans les entreprises? Bonjour à toutes et tous. Et oui, mais effectivement, merci à Elisabeth pour cette invitation. Évidemment, les entreprises ont un vrai rôle à jouer, hein. Moi, je vais complètement rebondir sur ce qui a été dit avant, mais ce qui est vrai, c'est ce qui est vrai ailleurs en politique, dans les médias, etc., est vrai dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on ne prend sûrement pas assez en compte les enjeux environnementaux, on ne se prépare pas assez, on n'anticipe pas suffisamment la nécessaire adaptation au changement climatique. Alors moi, je vais schématiser, puisque des entreprises... il y en a plein de sortes, ce n'est pas une entité uniforme, il y a différents degrés de maturité, d'ouverture, de perméabilité au changement, de taille, de gouvernance partagée, etc. Je voulais parler d'un certain nombre de freins que je vois avant de parler des signes d'ouverture et de transformation. Le premier frein au changement, c'est en fait ces sujets-là, environnementaux, climat, RSE, durabilité, sont souvent au prisme de la réglementation, de la conformité. La compliance, c'est nécessaire, c'est absolument vital. Sans un minimum d'exigences réglementaires partagées, comparables, opposables, il y aura peu d'avancées. Mais du coup, on reste dans une logique qui laisse pas suffisamment place au dialogue, à l'appropriation, à l'innovation. Premier frein. Le deuxième, c'est une approche souvent un peu technicienne des sujets, donc elle est aussi hyper nécessaire, hein, il y a besoin de mesurer, de compter. Mais du coup, quand on est uniquement dans une logique reporting, on ne se pose pas forcément la question de possible renoncement, même si la double matérialité de la CSRD nous y invite, etc. Mais on ne se pose pas suffisamment la question de la réorientation des modèles économiques. Troisième frein, et tu l'as dit, Elisabeth, il y a souvent un peu une approche descendante avec les ambassadeurs climat. En tout cas, c'est souvent quelque chose qui vient de la direction, mais qui n'est pas du coup facile pour les salariés de s'approprier. Le quatrième frein, il y en a pas mal, c'est la question du temps. L'entreprise, en tout cas la grande, est dans un temps court, le temps des actionnaires, alors que le climat implique des actions de long terme, pas forcément suivies, etc. Un autre frein, c'est, et ça a été pointé aussi, c'est l'individualisation des solutions. C'est-à-dire qu'on va parler éco-gestes, on va transférer la responsabilité vers les salariés en tant qu'individus et pas en tant que corps collectif. Or, l'entreprise, sa force, c'est d'être un collectif. Et donc, il y a un vrai enjeu à ce que tous les acteurs soient mobilisés. Et le dernier frein que je vois, c'est, et c'est vrai ailleurs, c'est l'approche en silo. C'est-à-dire qu'en fait, on a des sujets qui deviennent de plus en plus techniques, on l'a dit, et du coup, qui empêchent une prise en compte partagée. Par exemple, les RH ne sont pas spécialistes des questions de durabilité, et du coup, ce n'est pas évident pour les professionnels RH de s'embarquer sur des sujets qui sortent de leur périmètre naturel de leur métier, alors qu'il y a des évolutions nécessaires des métiers à anticiper, de la gestion des emplois et des parcours professionnels pour prendre en compte au mieux les de transition.
Donc voilà, il y a un certain nombre de freins. Après, tout n'est pas coincé, évidemment. Il y a plein de signes que ça bouge. J'en repère un, et notamment la jeune génération, l'engagement des jeunes diplômés là, qui veulent pas se travailler pour des entreprises polluantes, pour ça pour un réveil écologique, les étudiants d'AgroParisTech. Alors certes, c'est les grandes écoles et c'est les plus diplômés, mais il y a un vrai rôle d'influence de ces jeunes. Il y a un autre signe que ça bouge, c'est la mobilisation des salariés, jeunes et moins jeunes, dans les organisations syndicales, dans les collectifs de salariés, qui sont des nouvelles formes d'organisation informelle qui se développent dans le public, dans le privé, qui sont un vrai signe de vitalité démocratique dans l'entreprise et qui vient challenger les entreprises qui ont une vraie spécialisation sur les questions environnementales et il y a une vraie complémentarité entre ces nouvelles formes de représentation des salariés que sont les collectifs et les syndicats qui, eux, peuvent négocier des accords. Donc, il y a encore beaucoup de méconnaissance mutuelle entre ces différentes formes d'organisation, mais il y a un vrai intérêt à se coordonner. Je le disais aussi, il y a une diversité d'entreprises, c'est-à-dire qu'en fait, on voit des entreprises à mission, des coopératives, des entreprises qui n'ont pas que le profit comme boussole, et celles-là, celles qui partagent la gouvernance et la valeur, en fait, sont capables de renoncer à dépendre de leur activité qui sont pourtant lucratif. Et donc, des exemples que ça marche, ça existe. Et il n'y a pas forcément besoin d'être entreprise à mission ou d'être une coopérative pour s'engager. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une diversité de types d'entreprises qui montrent qu'en fait, il y a plusieurs schémas possibles. Et puis, un dernier signe de vitalité dans l'entreprise, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation collective qui se structure. Et j'y reviendrai peut-être dans les exemples, mais des accords d'entreprise qui montrent que les salariés en fait prennent en main leur action et négocient avec leur entreprise pour des engagements sur le climat dans la durée. Voilà. Et puis après, peut-être. Voilà. Vas-y, si tu voulais ajouter. Non, après, je pensais à un autre, c'est moins réjouissant, mais c'est un autre déterminant du changement assez puissant, c'est le réel. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a des canicules à répétition, une chaleur au travail qui rend le travail impossible, ça oblige des conséquences. Voilà. Et du coup, c'est une véritable menace pour la santé de millions de travailleurs sur la planète. En France, il y a un nouveau décret, là, tout récent, qui est entré en vigueur il y a 8 jours, où les employeurs doivent mettre en place des nouvelles mesures de prévention en période. Le réel aussi oblige à bouger. Ce qu'évoquait François tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les trois. On va rentrer dans le détail maintenant de ces offres, de ces formats qu'on a imaginés autour de la COP30, en s'appuyant vraiment sur tous les sujets que vous venez de couvrir. On a 4 formats au total qu'on vous propose, qui seront détaillés ensuite dans une petite newsletter qu'on vous enverra, hein, mais il y aura aussi un replay de cette session. Le premier format, c'est une Learning Expedition, un voyage d'études au Brésil, en amont de la COP, parce qu'au moment de la COP, ça va être l'enfer à Belém, en amont de la COP, mais à la découverte de ce qui existe de meilleur sur la bioéconomie, donc c'est-à-dire cette économie qui se développe, qui est bio-inspirée, qui est respectueuse de l'environnement et qui vise une utilisation efficace des ressources naturelles. Je vais y revenir tout de suite. Le deuxième format, c'est un dispositif de mobilisation des minorités actives dans l'entreprise qu'on a développé avec Erwan. Et le troisième format, c'est une journée COP30 qu'on propose de mener dans vos entreprises avec 4 angles différents qui font écho aux priorités des entreprises. En tout cas, c'est des journées de mobilisation des salariés. Et enfin, une journée de formation spécifique sur le climat et sur effectivement ce que les enjeux climatiques changent à l'activité de l'entreprise, dans le métier, etc., à l'attention spécifique des instances représentatives du personnel et des CSE pour que vraiment ils s'emparent de ces sujets dans le dialogue social et qu'ils deviennent autant que possible des vrais interlocuteurs des directions sur ces sujets, comme tu l'as dit, Frédéric, hein,
ces sujets qui concernent de plus en plus aussi les conditions de travail des équipes et l'évolution des métiers. C'est donc d'abord avec cette Learning Expedition qui a été miraculeusement calée, c'est toujours un miracle d'arriver à se caler sur l'agenda de François. Et donc François Gemène sera au Brésil au même moment pour une conférence, donc nous aurons le bonheur de l'avoir avec nous sur une partie de voyage. C'est pas un hasard si la COP30 a lieu en Amazonie, parce que tout le monde regarde vers ces territoires, puisque ces territoires détiennent en partie les clés de notre avenir, au moins parce que c'est le premier réservoir de biodiversité au monde, une biodiversité incroyable et incroyablement inspirante. Et donc, ce pourquoi on a choisi d'angler ce voyage d'études sur les solutions qui sont déployées au Brésil et qui émergent en termes de bioéconomie, de bioraffinerie territoriale, d'écologie industrielle, de biomimétisme, etc. Donc, c'est un voyage d'entrepreneurs, de territoires et d'initiatives qui s'inspirent du vivant, pas seulement pour innover, mais aussi pour réparer, pour régénérer, etc. Le vivant, on le voit de plus en plus, Olivier Amand le dit, il est sobre, il est robuste, il est interconnecté. C'est exactement ce qu'essaient d'appliquer ces modèles bio-inspirés qui croisent, je le disais, plein de mouvements qui s'inspirent du vivant pour inventer une nouvelle bioéconomie. On va peut-être on va essayer de lancer la vidéo de Cyril, sinon je vous ferai le pitch en live. Bonjour à toutes et à tous qui participent à notre webinaire COP30. Je suis Cyril, directeur Utopie Brésil, et j'ai le plaisir d'être avec vous, tout au moins par vidéo, pour vous parler de l'organisation de notre LEX 2025 qui aura lieu au Brésil, exactement à São Paulo et Manaus, du 26 octobre au 1er novembre, sur le thème des solutions climatiques inspirées du vivant. À la question « Pourquoi le Brésil ?», évidemment, on pense immédiatement à la COP et au pari d'accueillir cet événement en Amazonie pour le 10 ans des accords de Paris, avec l'ambition de faire de cette COP un moment de bascule pour l'action climatique, la conservation des forêts tropicales et les solutions basées sur la nature pour en faire de puissants leviers d'action, mitigation et inclusion sociale. Au-delà de l'événement qu'est la COP, le Brésil, c'est aussi la plus grande biodiversité de la planète et un pays qui inscrit la bioéconomie comme un de ses axes stratégiques pour structurer une économie fondée sur l'utilisation durable de la biodiversité en stimulant l'innovation, la recherche et les chaînes de valeur régénératives et inclusives. Nous vous proposons donc un voyage d'études au cœur des solutions, un voyage à la rencontre d'entrepreneurs, de territoires et d'initiatives qui s'inspirent du vivant, pas seulement pour innover, mais pour réparer et régénérer. Ces modèles à la croisée du biomimétisme, de l'écologie industrielle territoriale et de la bioéconomie. Sans oublier bien sûr la connexion avec les technologies très en pointe ici au Brésil. Avec cette LEX, vous aurez donc un accès privilégié aux principaux systèmes et écosystèmes d'innovation où vous rencontrerez des entreprises, des startups, des fonds d'investissement, des chercheurs et acteurs publics qui développent des solutions avec des applications dans des secteurs comme l'agriculture, l'alimentation, la construction ou encore la cosmétique ou la santé. Cette LEX sera aussi une opportunité concrète de collaboration où vous pourrez identifier de nouveaux modèles économiques, de nouveaux projets et partenaires adaptés à vos enjeux. Finalement, nous avons aussi pensé cette LEX comme une opportunité d'engagement de vos équipes et partenaires commerciaux en Amérique latine et au Brésil autour d'un objectif commun, l'action climatique et la mise en place de solutions inspirées de la nature et du vivant. Tout le monde doit être à São Paulo le dimanche 25 octobre. Pour notre départ, le 26 octobre, à São Paulo, est notre première journée de travail. Au programme, des éclaircissements stratégiques sur les enjeux de la COP30, bien sûr, les défis de déforestation et le choix d'entrepreneurs et d'entreprises comme Veja, qui ont fait le choix du Brésil pour établir leur modèle de production valorisant les matières premières durables. Nous aurons également un débat de haute intensité avec le WWF et l'entreprise Marfrig, acteur central de l'élevage et de la viande au Brésil, pour explorer les principales solutions de grande échelle déployées dans l'agriculture régénérative et la traçabilité. Nous enchaînerons ensuite avec le thème de l'économie circulaire et la symbiose industrielle avec l'entreprise Novaquero, qui valorise les peaux du pirarucu pour le secteur de la mode, puis avec le district industriel de Santa Cruz,
qui développe un hub circulaire où sont gérés les flux de matériaux, énergie et eau pour créer des synergies entre les entreprises locales. Nous terminerons la journée avec une visite d'un site industriel développé et géré par Ambipar, qui est la pionnière brésilienne de l'économie circulaire, pour découvrir des solutions en gestion des déchets, valorisation des matériaux et inclusion sociale. Notre deuxième jour à São Paulo sera construit autour de 3 temps. Tout d'abord, la visite au complexe G10 Favela, à Paraisópolis, l'une des plus grandes favelas du Brésil. G10 Favela est un collectif de leaders et d'entrepreneurs sociaux issus des 10 plus grandes favelas du Brésil qui visent à repositionner les favelas en tant que pôle dynamique d'innovation, d'entrepreneuriat et de développement durable. Le G10 s'articule des initiatives phares comme le G10 Bank, qui soutiennent plus de 3500 entreprises locales et environ 100 000 personnes quotidiennement. Nous poursuivrons par un déjeuner avec Natura, pionnier de la biodiversité amazonienne, qui nous parlera de son modèle allant de la recherche sur les bioactifs amazoniens à leur transformation en produits de haute performance, tout en assurant la conservation de la forêt et le développement des communautés locales. Et finalement, pour clôturer cette journée du mardi, nous entrerons dans le contexte de la finance, avec la vision qu'elle est un levier essentiel de la transition écologique. Nous rencontrerons donc les fonds brésiliens les plus engagés d'Amérique latine dans la finance climatique et les solutions inspirées du vivant, comme les fonds Regia, Fama et KPTL. Mercredi, nous quitterons São Paulo pour Manaus, à peu près 3 heures de vol, et nous commencerons notre programme amazonien par une visite au MUSA, qui est le musée de l'Amazonie, véritable musée vivant qui combine science, culture et nature. Pour les plus courageux, nous pourrons aussi monter sur une tour d'observation de 42 mètres, offrant une vue panoramique incroyable sur la canopée de la forêt des environs de Manaus. En soirée, nous dînerons avec la FAS, Fondation Amazonie Durable, partenaire de nombreuses entreprises européennes, qui vous permettra de découvrir un modèle unique de développement basé sur la conservation de la biodiversité, la scalabilité, la justice sociale et la coopération active avec les populations locales. Le jeudi sera basé au Amazon Biobusiness Center avec la collaboration de l'accélérateur d'entreprise AMAS. Le CBA et l'AMAS incarnent 2 piliers complémentaires de la bioéconomie amazonienne. L'un comme pôle technologique de valorisation de la biodiversité, l'autre comme accélérateur de start-up à impact, ensemble moteur d'une Amazonie innovante, inspirée par la nature et connectée au marché du futur. Nous aurons ainsi l'opportunité de rencontrer plusieurs start-up et entreprises lors de panels sur les modèles productifs, la biotechnologie et la traçabilité. Le vendredi sera une journée d'immersion dans un projet phare de l'agroforesterie développé par l'INPA, l'Institut de recherche amazonienne, où nous rencontrerons les acteurs et communautés qui font vivre le projet. En soirée, nous dînerons avec Denis Minev, CEO de l'entreprise Bémol, qui incarne une Amazonie qui entreprend et qui transforme commerce, technologie et impact en moteur d'un développement pour un nouveau rôle de pointe de la région amazonienne dans l'économie mondiale. Finalement, nous terminons notre voyage par la rencontre des eaux et la visite du centre culturel de Manaus, un peu de tourisme fera du bien, avant de reprendre nos avions vers São Paulo et Paris. J'espère que tout ce programme vous a donné envie de participer et parlons maintenant un petit peu de la partie opérationnelle du voyage. Cette texte a été construite pour un groupe de 15 à 20 personnes et évidemment, le numéro de participants va définir le coût final du voyage par personne. Si nous avons un groupe de 20 personnes, le coût individuel sera de 7 700 €, ce qui inclut une prise en charge de votre arrivée à l'hôtel, dès votre arrivée à l'hôtel à São Paulo jusqu'au retour à São Paulo, mais qui n'inclut pas le vol Paris-São Paulo-Paris. Bon, c'est le moment de vous laisser digérer tout ce programme et de vous demander de revenir vers nous au maximum jusqu'à la dernière semaine d'août, le 29 exactement, pour que nous puissions faire un pas de plus dans l'organisation de cette Lex. Voilà, merci Cyril, Merci même s'il n'est pas là. Voilà.
Merci à lui d'avoir préparé ça parce on craignait un peu ce petit problème de technologie. On vous renverra tout ça, hein, mais on voulait quand même vous donner un peu le sens de ce qu'on va faire pendant ce voyage. Le programme est déjà bien avancé. Voilà, on pourra vous envoyer plein de détails. Je vais passer à la deuxième offre, qui est ce qu'on lance avec Erwan autour, des minorités actives. Erwan en a parlé tout à l'heure. On a, peut-être Erwan, juste une question, si tu peux y répondre rapidement. Pourquoi est-ce que, cette théorie des minorités actives peut être utile dans une entreprise? Alors, c'est utile et en réalité, ça se développe régulièrement sans forcément qu'on s'en rende compte. Une minorité active, elle vient faire en sorte que, on l'a dit, le changement d'attitude et pas seulement d'opinion et de comportement, se fait par un changement de comportement initial qui est suivi d'un renforcement. Renforcement, donc c'est le fait de répéter, de faire une routine d'un comportement initial qui doit être conforté par un collectif. C'est l'effet de groupe qui permet de faire en sorte que le comportement individuel devienne non pas une norme tout de suite, mais en tout cas une possibilité qui, confortée par un groupe minoritaire, mais qui va avoir ce que Serge Moscovici, hein, qui est l'inventeur des minorités actives dans les années 70, appelait les modalités, enfin le style. Une minorité est dite active, selon Moscovici, quand elle expose ouvertement une divergence par rapport à la norme existante et propose des modes de pensée et des comportements et donc des attitudes nouveaux, qui peuvent produire du changement et de l'innovation. C'est ça, donc les minorités actives, Oui. en fait, vous en avez vu plein autour de vous, il y en a eu plein dans l'histoire. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on les organise de façon à ce qu'au sein d'une entreprise, d'une société, d'une collectivité territoriale, elles puissent influencer suffisamment la majorité pour faire évoluer donc l'innovation sociale. C'est toujours les minorités actives. La question qui se pose, c'est comment on organise ça pour que ce soit efficace, que ça soit mené jusqu'à terme et que ça ne s'arrête pas en route parce que éventuellement la minorité active est réellement restée une minorité, qu'elle n'a pas les 10 méthodes clés issues de la psychologie sociale et de ce que Moscovici propose. Il y a une dizaine de choses qu'il faut que la minorité active mette en œuvre pour pouvoir avoir un succès, c'est-à-dire influencé par action-réaction, ce qu'on va appeler une adaptation innovative négociée entre la minorité et la majorité. Et donc, ça fonctionne évidemment dans une entreprise comme Et dans donc plein d'autres organisations. c'est ça qu'on vise à faire avec cette offre, hein, c'est de constituer ces collectifs ou de les équiper, des connaissances, de base qui, à la fois, leur donnent confiance dans leur pouvoir d'action, même s'ils sont en minorité, et leur donnent les outils pour, transformer, l'entreprise au bénéfice de celle-ci. Parce que généralement, l'action de ces collectifs qu'évoquait Frédéric, hein, est très alignée avec, les objectifs, climatiques ou environnementaux, de l'entreprise. Et donc cette offre, elle s'articule très rapidement autour d'une première journée de kick-off qu'on retrouvera tout à l'heure dans un des formats d'ailleurs de la journée COP30, avec une conférence à atelier faite par Erwan pour justement amorcer le changement, mais par la science des comportements, c'est-à-dire la présentation des faits scientifiques, hein, la dissonance cognitive, la théorie des minorités actives de Moscovici, l'effet de bascule, etc., et des premières mises en pratique pour que vos équipes motivées comprennent pourquoi l'entreprise peut changer par les minorités actives, avec ensuite, en deuxième partie de journée, 2 ateliers complémentaires avec des premiers groupes qui commencent à expérimenter et ancrer les outils qu'on présentera à cette occasion parmi les 10 qu'évoquait Erwan. Et ensuite, on met en place un accompagnement à plus long terme qui vise à retrouver ce collectif dans le temps régulièrement pour faire un point sur leur action, sur ce qui marche pas, leur donner d'autres outils, d'autres connaissances scientifiques complémentaires, d'autres outils dans le temps. Et le dispositif global s'étend sur à peu près 6 mois. Voilà, donc ça, vous pourrez aussi voir ce format-là tout à l'heure dans les journées. Bah, d'ailleurs, tout à l'heure, c'est tout de suite que Sophie va présenter maintenant nos journées Road to COP30. Comment est-ce qu'on mobilise les salariés sur une journée? Donc là, c'est 4 formats différents pour organiser une journée COP30 dans votre entreprise entre septembre et début novembre. Super, merci Elisabeth. Donc effectivement, comme vous l'avez tous rappelé en introduction, hein, il est essentiel de prendre en compte le facteur humain et de créer des dynamiques collectives au sein des entreprises pour
pour faciliter cet effort de transition. Donc, Road to COP30, cette offre, elle s'inscrit déjà dans notre portefeuille d'offres Utopie, qui a pour objectif d'acculturer, de former, de mobiliser les collaborateurs au service de la transition à travers différents formats un peu innovants. La genèse de cette offre part vraiment d'un constat qu'on a pu faire chez pas mal de nos clients ces dernières années, que malgré des ambitions climatiques qui peuvent être très ambitieuses et très sincères, on observe quand même aujourd'hui un essoufflement des dynamiques internes. Donc, et on le sait, ça a été évoqué en introduction, les enjeux climat, ils sont quand même complexes, ils sont transversaux, ils sont souvent en tension avec les priorités business, et ça freine la dynamique de changement au sein de l'entreprise. Et comme vous le disiez, les acteurs aussi qui sont chargés de faire avancer ce sujet avec leur bâton de pèlerin en interne se confrontent souvent à des freins culturels et organisationnels. Donc, organiser une journée de mobilisation COP30 en 2025, donc avec la toile de fond évidemment de la COP30 en arrière-plan, c'est une opportunité finalement stratégique pour les entreprises de remettre le climat au cœur des priorités collectives de l'entreprise et de créer, comme Elisabeth l'a dit, entre septembre et novembre, une sorte de momentum interne qui va permettre de redonner un nouvel élan. Alors, la promesse, en tout cas, de cette journée COP30, c'est d'imaginer avec vous une journée clé en main pour mobiliser ou remobiliser vos collaborateurs autour des enjeux climatiques, de votre feuille de route climatique, donc créer un vrai temps fort autour de vos engagements, de permettre aux équipes aussi de développer des compétences qui finalement sont essentielles pour faire avancer ces sujets en interne, hein, des capacités à débattre, à négocier, à coopérer, parce que finalement faire avancer ces sujets, cette feuille de route, c'est une question de collaboration et de dynamique aussi entre les différents départements, et faire émerger au final des idées d'action concrètes qui vont être utiles au déploiement de votre feuille de route climatique. Alors, Elisabeth l'évoquait un petit peu plus tôt, on a pour ça 4 formats, donc ça va dépendre finalement de votre besoin, aussi de votre culture d'entreprise, mais en tout cas, on a imaginé 4 formats différents de mobilisation. Le fil rouge finalement entre tous ces formats, c'est qu'ils ont tous été pensés pour, en amont, faciliter quand même la prise de conscience autour des enjeux climatiques, faire monter en compétence les équipes pour pouvoir les outiller, et puis participer à l'élaboration de solutions. Donc, ce premier angle, c'est l'angle du débat. Donc, François va pouvoir en redire 2 mots parce qu'il est évidemment très familier de ce format et a aidé à le développer chez un de nos clients aussi à l'île Maurice. Mais l'idée, c'est de structurer une journée autour de débats, de joutes oratoires où finalement 2 visions contradictoires portées par des équipes, l'une pour, l'une contre, vont s'affronter. Le sujet du débat de la joute oratoire peut être lié à, je ne sais pas, une évolution majeure de votre stratégie climat, le fait d'explorer un nouveau modèle économique pour l'entreprise à horizon 2040 ou autour d'un enjeu clé ou une action phare de décarbonation. Mais l'idée derrière ça, c'est que chaque équipe va construire son argumentaire, anticiper les argumentaires contraires de l'autre camp. Finalement, c'est ce qui se joue déjà aujourd'hui au sein des entreprises, hein, le pour et le contre de certaines actions. Mais ça va permettre d'approfondir les enjeux et puis aussi d'apprendre à convaincre. Donc voilà, le débat en tant que tel, et je vais laisser François peut-être rebondir sur ce point, mais ça permet de forger une compréhension des enjeux, d'apprendre à défendre des positions complexes et puis de renforcer sa capacité d'influence en interne. Et l'objectif, c'est de co-animer cette journée avec François. Ça sera rythmé par des interventions inspirantes, des séances de travail en équipe et puis évidemment les joutes oratoires finales en public. François, est-ce que tu veux présenter rapidement ce format débat climat dont tu es à l'origine? C'est au départ un format qui a été conçu pour des lycéens à l'île Maurice. Et l'idée, c'est à la fois d'organiser une façon de parler du climat dans les médias qui soit davantage ludique et un peu moins plombante que ce qu'on a habituellement, et d'autre part, j'irais d'essayer d'élever le débat au-delà des polémiques qu'on a sur les solutions. Et malheureusement, vous avez vu à quel point la France a été touchée par ces polémiques, encore dernièrement sur la question des énergies renouvelables. Et donc, la question, c'est d'essayer de réfléchir ensemble à ce qu'il faut faire, à ce qui fonctionne le mieux. Et donc, le format est assez simple. C'est un format qui est inspiré de la société de débat de l'économie d'Oxford, où il y a
une équipe qui va défendre une motion et l'autre équipe qui va s'opposer à une motion. Et donc, je vais proposer, puisque c'est moi en l'occurrence qui écris les motions, je vais proposer une motion sur un sujet du type, voilà, par exemple, il faut ouvrir la négociation internationale aux entreprises. Et une équipe va débattre le pour, une équipe va débattre le contre, et donc il va y avoir une sorte de petite joute oratoire où les équipes vont se répondre l'une à l'autre. Et c'est évidemment une façon de mobiliser les gens autour de ces sujets. Pardonnez-moi. Et je dirais que là où ça a fonctionné remarquablement bien à Maurice, c'est que les écoles se sont vraiment prises au jeu et organisent en fait des mini présélections à l'intérieur de l'école, et les débats sont diffusés sur la première chaîne de télévision nationale. Ce qui permet évidemment de faire entrer cette conversation sur le climat dans tous les foyers, puisque tout le monde connaît l'un ou l'autre participant, est ancien élève de telle ou telle école. Et donc, c'est vraiment un format qui désormais en est à sa 3e saison à Maurice et qui fonctionne remarquablement bien. Et je crois que c'est aussi une manière participative d'impliquer effectivement chacun dans ces débats et d'essayer de prendre un peu de hauteur de vue par rapport aux polémiques qui hélas, jalonnent le débat public sur ces sujets. Et de la même façon qu'à Maurice, on a dans les briefs, les thèmes qui sont débattus, il y a des sujets qui concernent l'île Maurice. Là, dans les entreprises, ça nous paraît être un format vraiment idéal aussi pour aborder des dilemmes climatiques, si j'ose dire, au moment de la mise en œuvre de la feuille de route. Je te laisse passer à la suivante, Sophie. Super. Le deuxième angle est celui de la négociation et de la coopération. Donc, l'idée est de vraiment recréer aussi une COP, mais au sein de l'entreprise, avec la mise en place d'ateliers de négociation et de coopération qui sont finalement inspirés des mécaniques des COP. Donc, durant cette journée, les collaborateurs vont travailler à partir d'une étude de cas climatique qui va reprendre les principales problématiques rencontrées par une entreprise dans le déploiement de sa stratégie. Et chaque collaborateur aura une mission à accomplir, avec évidemment, sinon ça ne serait pas drôle, des objectifs qui vont être divergents. Donc, durant la journée, les équipes vont pouvoir développer des compétences finalement clés pour naviguer dans un contexte de transformation. Donc, ils vont apprendre à négocier pour gérer des objectifs qui peuvent être contradictoires entre départements, entre RH, marketing, opérations, finances. Ils vont devoir apprendre à collaborer pour trouver des compromis, mais sans perdre en impact. Et puis finalement, travailler leur capacité à travailler collectivement sur des actions concrètes au service de l'entreprise et de la feuille de route climatique. Donc, cette journée sera animée par Utopie et aussi nos experts Alternego, qui sont des experts reconnus de la négociation et de la coopération, y compris dans des grandes instances commerciales. Le troisième angle est celui des minorités actives. Donc, Elisabeth l'a très bien dit et Erwan dit tout à l'heure, on a une offre complète autour des minorités actives, mais on peut aussi organiser une journée qui est finalement une journée kick-off de cette démarche de création et de structuration des minorités actives au sein de votre entreprise. Donc, pour commencer à amorcer ce processus de bascule dont Erwan parlait en interne, avec l'objectif de déjà identifier, commencer à outiller les collaborateurs au sein de votre entreprise qui sont parmi les plus engagés, donc ces minorités actives qui vont influencer durablement les comportements, les normes au sein de l'entreprise, les acculturer aux leviers sociologiques qui freinent le passage à l'action avec une conférence atelier d'Erwan, et après commencer à travailler concrètement avec ces minorités sur comment on lève les freins aujourd'hui à la transition. Et enfin, le quatrième format est celui du climacton. Donc, comme le nom l'inspire, ça va être une journée dans la plus pure tradition des hackathons. Donc, c'est une journée, le climacton, qui est dédiée à travailler et innover sur vos enjeux climatiques prioritaires. Donc, l'objectif est de mobiliser une équipe qui est pluridisciplinaire, qui vont travailler ensemble sur un ou deux défis à définir ensemble clés, qui sont issus de votre feuille de route climat, comment je réduis mon scope 3, la transformation des offres, la logistique durable. Et l'objectif pendant cette journée, c'est d'identifier des pistes pour débloquer des situations complexes. Donc, c'est vraiment une journée qui est dédiée à stimuler l'innovation.
avec une introduction idéalement de la direction qui va réancrer le défi dans la stratégie de l'entreprise, une acculturation, une sorte de keynote par François, qui peut aussi parler des synergies climat-innovation, comme il l'a évoqué en début de webinaire. Et puis après, une journée qui sera structurée de manière extrêmement classique, comme des hackathons, autour d'une phase d'exploration, une phase de créativité, une phase de concrétisation, et avec un pitch final devant le COMEX ou un jury climat pour entériner en gros les actions prises. Voilà, donc en conclusion, ces formats de mobilisation, l'idée avec ces formats de mobilisation, c'est de créer et de recréer un temps fort dans l'entreprise autour des objectifs climat, de remobiliser tout le monde autour de votre feuille de route climatique. Et pour information aussi, avec notre Positive Brand Studio d'Utopie, on peut aider à penser toute la communication qui sera essentielle pour créer ce momentum en amont, pendant et après la journée. Ça sera l'occasion de quand même aussi valoriser, célébrer tout le chemin qui aura déjà été parcouru par l'entreprise sur la question du climat. Créer le momentum pendant l'événement et projeter les équipes aussi sur les prochaines étapes de votre trajectoire climat. Merci Voilà. Sophie. Peut-être un point complémentaire, c'est que l'ensemble des formats qu'on présente ce matin sont éligibles aux frais de formation, si vous le souhaitez, évidemment. Le quatrième format, et on va conclure là-dessus, c'est à nouveau un morceau d'un format plus large qu'on va lancer à la rentrée. Et en l'occurrence, là, c'est une formation d'une journée à l'attention des instances représentatives du personnel et des CSE sur le climat. On disait tout à l'heure, on voit bien que la transition ne peut pas se faire sans embarquer tous les acteurs de l'entreprise et notamment les représentants du personnel qui commencent à être un peu formés sur les sujets RSE. Mais là, l'idée, c'est vraiment de les équiper des connaissances de base sur les enjeux climat pour qu'ils puissent jouer un rôle actif et constructif, inscrire ces sujets-là dans le dialogue social, au-delà de leur simple mission de contrôle. Ils ont de plus en plus de prérogatives, de toute façon, pour être des interlocuteurs sur ces sujets, mais ça demande évidemment un certain niveau de connaissance, de compréhension aussi de manière spécifique de ce que ça change, ce que les questions climatiques de réduction et d'adaptation changent à vos métiers, changent aux conditions de travail, on l'évoquait tout à l'heure, etc. Donc c'est cette journée-là qui a d'ailleurs une journée miroir sur l'IA, à l'attention aussi des IRP et des CSE, qu'on lance aujourd'hui avec en gros un déroulé qui est le suivant, une introduction assez large sur les enjeux climatiques pour le secteur, un approfondissement de ces enjeux propres au type d'activité, y compris aux implantations géographiques évidemment de l'entreprise, puisque sur le climat, il y a les deux angles à considérer. Ensuite, des ateliers plus interactifs avec sur les impacts du changement climatique sur les métiers, sur les nouvelles prérogatives aussi des instances représentatives du personnel et des CSE pour le climat. Possiblement un déjeuner rencontre, soit pour poursuivre le débat, soit une rencontre avec d'autres instances représentatives du personnel, d'autres entreprises qui sont déjà mobilisées sur ces questions pour avoir un espèce d'échange de pratiques. Et puis l'après-midi, plutôt un atelier sur l'intégration de ces questions climatiques sous tous les angles possibles, évolution des métiers, évolution des conditions de travail, etc., dans les consultations et négociations collectives, donc les feuilles de route sociales ou RH, les accords sur les conditions de travail, les formations, les rémunérations, etc. Et idéalement, une clôture avec les gens en interne qui portent le plan climat pour commencer à aborder ces questions. Évidemment, cette journée, comme celle sur l'IA, est conçue main dans la main avec nos partenaires d'Alternego qui, comme vous le savez, sont experts du dialogue social. Et donc, on est très, très enthousiaste de lancer cette offre conjointe sur ces sujets qui sont vraiment à la croisée de nos expertises et qui montrent tout le bien fondé de notre rapprochement. Frédéric, est-ce que tu veux peut-être juste commenter ce point sur où on en est en termes de formation sur les IRP et les CSE aujourd'hui, sur les sujets généraux liés à l'environnement et peut-être spécifiquement sur les sujets climatiques? Oui, je pense que tu l'as très bien dit. Votre offre paraît vraiment répondre à un besoin. C'est vrai que
On a des IRP en France qui ont des nouvelles prérogatives depuis la loi climat résilience, là, des nouvelles prérogatives environnementales. Il y a aussi plein d'autres enjeux sur lesquels les CSE peuvent avoir voix au chapitre, sur la CSRD, sur la loi sur le devoir de vigilance, etc. Il y a un vrai levier sur les actions sociales et culturelles, sur les questions de santé au travail. Enfin bref, la légitimité à agir des CSE, elle n'est pas approuvée. Maintenant, c'est comment on fait. Et il y a un vrai besoin de monter en compétences parce qu'on a des CSE qui ont un manque de temps et de moyens du fait de la fusion des instances. Donc, il y a un vrai enjeu à les outiller, à les nourrir. J'ai encore les chiffres là d'un baromètre l'année dernière qui montrait sur l'état du dialogue social dans les entreprises que 74% des CSE estiment ne s'être pas encore saisis suffisamment de leurs prérogatives environnementales. Donc, il y a vraiment matière à faire. Et donc, la formation, ce dont j'avais envie de parler, c'est ce sur quoi elle peut aboutir. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand les élus, les représentants des salariés, sont ensuite, une fois formés, en capacité de négocier avec la direction. Et je voulais juste attirer l'attention sur un exemple que je trouvais super inspirant, qui a été expérimenté par des équipes, là, mes anciens collègues de la CFDT, d'un nouveau type d'accord qui est inspiré de la permaculture et qui met en place le permadialogue avec une vingtaine d'objectifs d'impact et d'indicateurs de mesure. Donc ça, je trouve que c'est des pratiques assez intéressantes qui montrent qu'en fait, voilà, on peut non seulement se former et que ça a un vrai impact, parce qu'en plus, après, on devient un vrai acteur de l'entreprise et les salariés sont pas, voilà, sont des parties constituantes de l'entreprise et donc il y a un vrai enjeu à faire vivre la démocratie interne en formant, en outillant sur des sujets qui forcément vont pas de soi. Merci beaucoup, Frédéric. On va conclure là. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, si vous savez déjà qui seront vos minorités actives, vos négociateurs, vos innovateurs climatiques, vos intrapreneurs climatiques. Et ce que vous avez déjà peut-être pensé à faire à l'occasion de la COP30. Ça nous intéresse évidemment d'avoir vos retours aussi par écrit là-dessus. Pour continuer l'échange et pour tenir le timing qu'on vous avait annoncé, on va s'arrêter là et je vous annonce juste que vous aurez, parce que quelqu'un a posé la question dans le chat, vous allez avoir le replay de cette matinée et vous aurez aussi dans la foulée une newsletter que notre équipe a travaillée qui détaille un peu les différentes offres sur lesquelles on est passé un peu au pas de course en ce jogging matinal. Mais j'espère que vous avez compris l'esprit de ce qu'on vous propose et on a hâte de pouvoir en discuter avec vous. Vous aurez aussi dans la newsletter d'ailleurs les contacts si vous voulez échanger sur l'un ou l'autre des formats présentés. Je remercie infiniment François, Frédéric, Erwan et Sophie, et même Cyril, d'avoir été avec nous ce matin. Et à très bientôt, j'espère, pour poursuivre les échanges sur ce sujet. Merci.